de ce moment. Pas pour vous retenir davantage, nous savons que vous êtes exténués, mais c'est parce que depuis ce matin, nous travaillons sur des fondamentaux qui nous permettent de suivre les réformes structurelles, mais également opérationnelles que vous attendez de votre organisation pendant cette prochaine décennie. Nous avons, avec le secrétaire général de la Confégès, qui est là, qui a passé toute la journée avec nous, nous avons d'abord M. Gueye, que vous connaissez, de la PIRGEF. Cette table est constituée d'anciens ministres et de ministres et des personnes qui gèrent des organisations de société civile maintenant. Elles sont dans le domaine économique, dans le domaine de la migration, dans le domaine de la paix et de la sécurité, dans le domaine de l'éducation et des universitaires et des centres de recherche. Le CECI est là, le Canadien. Et ici, à cette table-là, vous avez la présidente des entrepreneurs du Sénégal, de l'Union des entrepreneurs du Sénégal, Madame Gakou, Nicole Gakou, des femmes entrepreneurs du Sénégal. Elle nous a gratifié de contributions extraordinaires quant à l'actualité de la remise en question de la place de la femme dans le tissu économique sénégalais. Comment le Sénégal devrait revoir les dispositifs qu'il met en œuvre pour intégrer la femme dans le tissu économique sénégalais. Madame Hélène Ramagnan de la recherche également nous a gratifié surtout de l'éducation, le problème de l'éducation, ainsi que Penda Diouf Seck, qui est de l'autre côté, qui travaille sur les violences faites aux femmes, comment le PSE aussi a manqué, disons, notre programme national a failli pour un temps, parce que la problématique de l'égalité des femmes entre les femmes et les hommes, de l'inéquité, ne sont pas prises en compte. Ces deux problématiques ne sont pas prises en compte assez à notre point de vue, selon cet atelier-là. Qu'il nous faut être beaucoup plus visible, que ces documents doivent être beaucoup plus opérationnels. Et si on peut se baser sur les exigences que nous avons su entrevoir dans le document de stratégie économique de la francophonie, on peut négocier avec l'État pour que les femmes soient davantage présentes dans le domaine économique ici. Nous avons, vous vous souvenez de cette fameuse réalisation de Gorom. C'est ce village vers Thiès, après Rufisque, qui est un véritable incubateur d'entrepreneurs pour le milieu agricole. Ce sont des femmes qui font de la culture, donc depuis le niveau paysan, toute la chaîne de production, jusqu'à la production des céréales, la transformation des céréales et les ventes des céréales. Et à un moment ou à un autre, elles sont bloquées, d'après le dialogue qu'on a eu aujourd'hui avec elles. Ce sont les deux tables que vous avez ici. Vous avez ici au centre les femmes qui sont membres de notre réseau des aînés de la francophonie. Et elles sont là. Et également, madame, c'est en noir, oui. Le scoutisme, voilà. Les scouts, le mouvement des scouts. On a également les femmes des affaires étrangères, une structure qui gère tout un groupe de femmes qui sont maintenant dans l'économie. Ici, on a aussi des jeunes, c'est des jeunes membres du PIRGEF qui ont fait Alexandrie, l'université d'Alexandrie, et qui sont confrontés aux problèmes de chômage. Une fois que leur formation est terminée, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et ils disent, est-ce que la francophonie, et en particulier ce fameux document de stratégie que nous avons décortiqué aujourd'hui, quelles sont les plages, les corridors économiques qui peuvent être explorés? Et cette expression de corridor vient du ministre Ngoné Ndoye, qui est ici en orange. La table qui suit est une table composée du système des Nations Unies. Donc, UNOA, mais également des jeunes qui encadrent des enfants de la rue, des jeunes filles leaders aussi, un groupement de jeunes filles leaders. Cette autre table, il y a les militants des droits de l'homme, les universités également, et un représentant d'une association des albinos. Voilà. L'autre table, la dernière, ce sont les journalistes qui sont là.
Voilà donc, madame, la composition de la salle et qui a produit ce document. Voici les grands axes. La première session de ce matin nous a fait rentrer de plein pied sur ce que ce document devrait nous offrir comme opportunité pour une visibilité, une plus grande visibilité de l'égalité femmes-hommes dans le plan Sénégal émergent. Donc, en termes d'éducation, en termes de formation, c'est une demande très, très forte. En termes de renforcement de capacité, comment identifier avec les femmes et les jeunes les réels besoins de formation, avec pour objectif notamment l'accès à l'autonomie financière et économique. Et tout le monde et Mme Gakou en particulier, a dit une expression que je répète, et ce n'était pas de moi, elle a dit oh, il y en a marre, on en a marre du microcrédit, on en a marre de nous arrêter à ce niveau-là, sans aucune capacité d'aller à l'échelle et de produire pour nous-mêmes, et sinon on produit pour la survivance. Et la francophonie doit nous donner une opportunité d'aller au-delà. Et les expertises sont là, les compétences sont là, il suffit de les renforcer pour pouvoir arriver à autre chose que ce que nous avons maintenant. Le soir, l'après-midi, c'est la question du leadership. Avant de quitter le domaine économique, la question de la normalisation et de la labellisation de nos produits, c'est aussi posé. Que les femmes ne veulent qu'à faire la mutation entre l'informel et le formel et arriver à labelliser leurs produits conformément aux standards internationaux. Pour la session 2 sur le leadership qui a été brillamment introduit par un jeune homme, Abdou Azissi, qui nous a promené un petit peu partout sur le type de leadership qu'il nous fallait, mais surtout, nous, les femmes de la salle, avons identifié les gaps que nous avons. Les jeunes, par exemple, les jeunes ont énormément de mal à s'exprimer. Ils ont énormément de mal à dire leur motivation. Les universitaires sont là et reçoivent des étudiants pour des entretiens, par exemple. Arriver à leur faire dire exactement ce dont ils ont besoin pour sortir de cet engrenage, formation, petit emploi, petite aide, etc., etc., et produire quelque chose qui leur permette de s'approprier de leur vie, d'avoir le niveau financier et le pouvoir financier qu'il faut pour vivre correctement. On en a parlé ici. Donc le problème de l'éducation, comment restructurer la formation, comment réformer notre système éducatif pour ne pas charrier dans le domaine de l'emploi des jeunes gens qui ne savent rien faire et qui demandent toujours à être accompagnés. Le dialogue intergénérationnel, puisqu'on a le réseau RIFA ici, aussi a été au centre de nos débats pour le leadership, et que les vieux peut-être ne donnaient pas assez de temps aux jeunes, ne leur tendaient pas la main, ne les attendaient pas assez aussi pour les amener avec eux. Il faut donc davantage un partage d'expérience et encourager le parrainage et le mentorat. Et surtout, l'appropriation de notre culture. Je crois que c'est le manque de maîtrise de notre culture dans ce que nous faisons aussi a été abordé par les jeunes et les femmes. Alors, ils ont aussi demandé une implication supplémentaire. Un leadership, ça s'exprime aussi dans la manière dont on vous fait travailler, dans la manière dont on vous responsabilise. Ce n'est pas le cas, ni pour les femmes, ni pour les jeunes. Et comment faire pour intégrer davantage cela dans l'élaboration des politiques publiques et ne pas attendre que les politiques publiques et les programmes soient déjà effectués pour dire les jeunes et les femmes, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà aussi ce que nous avons. Il y a eu des propositions. Nous allons formuler cela et vous faire un rapport global. Mais pour ne pas vous retenir, parce que nous allons au cocktail, voilà, Madame la Secrétaire Générale, ce que je voulais dire en guise d'introduction, en vous remerciant infiniment. Nous savons votre programme. Et puis, voilà. Est-ce que ce micro fonctionne? Est-ce que le micro fonctionne? Ça, c'est pour les médias, je crois. Hein. Excusez-moi. Celui-là fonctionne. D'accord. Tout d'abord, mesdames, messieurs, je tiens à vous saluer très chaleureusement et en tout respect dans vos rôles
vos immenses qualités, votre très grand mérite et cette façon remarquable avec laquelle vous portez les responsabilités qui vous incombent. Je suis fortement impressionnée par ces travaux que vous avez menés aujourd'hui et qui me sont du plus grand intérêt, je vous l'assure. Il y a moins d'1 an, mais dans quelques jours, cela fera 1 an exactement, j'attendais avec impatience, très grande impatience, le verdict des chefs d'État et de gouvernement, voir s'ils souhaitaient me confier, je dirais, la haute responsabilité d'accompagner la francophonie, l'espace francophone, sur le tracé qu'elle souhaite et dans les objectifs qu'elle souhaite accomplir. Je faisais la proposition d'une francophonie toujours plus agissante, toujours plus haut, toujours plus loin, non pas pour remplacer le fils de ce pays, le président Abdou Diouf, mais pour lui succéder, c'est-à-dire avancer dans le sillon qu'il a lui-même tracé et apporter de mon énergie sur cette voie. Je faisais la proposition d'une francophonie des populations, une francophonie des peuples, toujours plus près des populations, toujours plus près des collectivités. J'avais entendu par-ci, par-là, alors que je traversais l'espace francophone, des jeunes me demandaient « Mais la francophonie, est-ce que c'est moi aussi? Est-ce que c'est pour moi aussi? Et comment ?» J'avais rencontré par-ci, par-là des femmes posant exactement la même question. « Mais la francophonie, est-ce aussi moi? Est-ce aussi pour moi et avec moi ?» J'ai écouté avec la plus grande attention. Avec la conviction aussi d'une francophonie forte de toute sa pertinence, de toutes ses expertises. Une francophonie de tous nos savoirs, de toutes nos expériences, de tous nos modèles, de toutes nos forces, et qui m'inspire, et qui est nous toutes, nous tous, belle dans sa diversité, belle dans ses traits de civilisation, et présente sur les 5 continents. Quelle chance! Quelle formidable chance à partir de laquelle l'on peut faire reculer l'impossible et faire avancer tous les possibles. Cela est ma conviction. Et puis, j'ai pensé aussi à une francophonie d'autant plus pertinente qu'elle devait aussi s'affirmer face à tous les défis de notre monde. Un monde difficile, un monde traversé par tant de turbulences, qui nous accable, qui nous frappe, qui nous déconcerte par moments, qui nous trouble. Mais face à ces défis, nous avons aussi de quoi répondre. Nous avons de quoi répondre par toutes nos solutions. Je crois à cette francophonie des solutions. Bien souvent, nous n'avons pas à réinventer la roue. Déjà, tout est là, dans nos expériences, dans les états des lieux que nous avons faits, dans nos idées, dans nos modèles. À nous vraiment de nous rassembler autour de ce que nous savons inventer, créer, produire, penser, mettre en œuvre. Et à nous de montrer au monde ce qu'il est capable, de, je dirais, de réaliser dès lors que nous avons la volonté de faire ensemble. Et sur cette volonté de faire ensemble, je me suis dit, il faut une francophonie portée par une éthique du partage. Accepter de partager entre nous avec nos réalités, nos difficultés, nos succès, nos capacités, nos compétences. Dans mon esprit, il n'y a ni petit ni grand pays. Il y a des peuples pleins de force, des peuples vaillants, des femmes, des hommes, des jeunes courageux, pleins d'idées. Et tout à l'heure, vous disiez, de ces forces vives, il faut tenir compte.
au Sénégal comme ailleurs. Revenir vers vous, aujourd'hui, c'était aussi sur le désir d'être à Dakar, certes, d'être ici avec vous, de voir ce travail que vous avez fait et qui m'inspire parce qu'il s'arrime totalement, il est en phase avec la réflexion que je mène, que nous menons, nous, les équipes de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi, dès lors que nous avons tenu, tout juste avant mon départ pour Dakar, également un conseil de coopération, je vois combien, sur la feuille de route que nous ont confiée les chefs d'État et de gouvernement, et dans laquelle l'on retrouve effectivement cette stratégie économique, je retrouve aussi tous les opérateurs de la francophonie. L'Agence universitaire de la francophonie, l'Association internationale des maires francophones, l'Université Senghor, TV5 Monde, mais aussi l'Assemblée des parlementaires de la francophonie, tous décidés à ce que nous sortions de nos cloisons pour travailler ensemble sur les objectifs à porter, mais en nous disant aussi que le temps presse. Que le temps presse. Parce que d'autres forces sont à l'œuvre, vous le savez, partout. Pas forcément des meilleures. Des forces de destruction, partout. Qui viennent exploiter le sentiment de désenchantement des jeunes dont vous parliez, exploiter le sentiment d'un avenir bouché, les entraîner sur des sentiers extrêmement dangereux, où ils risquent de commettre l'irréparable ou d'en être les victimes. Le temps presse. Il y a une vraie urgence. Et l'idée dans cette course contre la montre, c'est d'arriver avant cela, avec nos solutions, avec nos forces, avec nos idées, avec nos actions. Alors, toute votre réflexion rejoint la mienne. Et je suis impatiente de repartir avec ce document sous le bras et en nous disant, très vite, prenons ce document, prenons la stratégie économique pour un développement humain, économique, durable et solidaire surtout, et avançons. Parce que sans vous, sans les réseaux que vous représentez, réseau de femmes, réseau de jeunes, toutes ces plateformes, rien n'est possible. Rien n'est possible. Et que les pays le sachent aussi. Sans ce que vous représentez, ce que vous réalisez tous les jours, votre volonté, parler de croissance ne sert à rien. Parler d'émergence ne sert à rien. Sans vous, rien n'est possible. Alors il faut une approche intégrée, il faut une approche inclusive. Je dis toujours aux décideurs, vous savez, la première qualité que doit avoir un élu, un décideur, c'est l'humilité. Savoir qu'on n'a pas toutes les réponses. Savoir qu'on n'a pas toutes les solutions. Mais que les solutions sont aussi du côté des citoyens, qui vivent les problèmes tous les jours et qui n'en pensent pas moins. Eh bien, de ces citoyens, de ces citoyennes, j'en ai rencontré aujourd'hui, dans votre fier pays. Je suis allée à la rencontre des femmes de Toubacouta, des jeunes de Toubacouta, des hommes vaillants aussi de Toubacouta, rassemblés autour de projets innovants, extraordinaires, pour la sauvegarde des ressources, pour la protection des forêts, pour des alternatives énergétiques, d'autres produits de combustion, moins polluants, pour le recyclage, pour aussi faire ensemble, monter des entreprises et de voir ces femmes tellement fières de me faire goûter au miel qu'elles produisent, tellement fières de me parler de ces plantes à valeur ajoutée qu'elles cultivent, comme le moringa, et de ses vertus, tellement fières de me montrer tout l'effort qu'elles mettent pour produire ces briquettes. Je vous supplie de les encourager. Ces briquettes de charbon de paille qui brûlent plus longtemps et qui sont totalement écologiques. Alors je me dis, comme c'est formidable, et je me mets à penser, mais il faudrait que leur voix soit entendue lors du prochain rendez-vous, autour des changements climatiques à Paris, que l'on sache que des solutions viables sont aussi produites dans les pays du Sud.
et par des citoyennes, par des citoyens, par des jeunes, par des femmes, par des collectivités rassemblées. J'ai éprouvé la plus grande des fiertés. Heureuse d'être de retour dans ce pays, heureuse de vous retrouver, heureuse de voir ce qui se passe. Et je continuerai demain. J'en ferai part aussi au président de la République. Je dirais réaliser tous ces trésors dans ce pays, portés par des femmes, par des citoyennes, par des citoyens, comme c'est remarquable. C'est du gagnant-gagnant. Et puis, je suis là aussi pour une chose très importante. Je suis là parce que vous parliez d'éducation. Alors que j'ai lancé avec les équipes de l'OIF, et bien sûr avec le renfort de tous les autres opérateurs de la francophonie, et le vôtre également par ce que vous venez de faire, et par votre travail quotidien, j'ai lancé un premier programme de la stratégie économique, qui, dans sa première phase, sur un sentiment d'urgence, sera entièrement dédié aux pays d'Afrique subsaharienne de la francophonie. Et il consiste à déployer un réseau d'incubateurs et d'accélérateurs d'entreprises pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et cela passe bien sûr par un accompagnement, un appui concret sur comment monter nos plans d'affaires, comment analyser les marchés, comment s'assurer de la distribution de ce que nous produisons, comment faire en sorte que, sur une base régionale, nous pouvons aider, en discussion bien sûr avec les pays sur ce que chaque pays veut réaliser. Quelle filière est à développer? Des filières qui sont créatrices d'emplois. Parce qu'au fait, la grande finalité, c'est aussi ça, c'est la création d'emplois. Et créer la richesse, et de la richesse durable, dans un esprit aussi d'équité, un esprit de justice, renforcer les institutions. Vous parliez de normalisation, de labels, de standards de qualité, arriver aussi avec nos réseaux d'experts, nos réseaux professionnels pour soutenir cela. C'est ce que fait un incubateur, c'est ce que fait un accélérateur d'entreprise. Et la francophonie veut être là sur sa stratégie économique avec un souci de résultat et d'impact concret au plus près des populations. Et aussi en rassemblant avec des stratégies régionales, avec des plateformes aussi de réseautage pour permettre aux entrepreneurs, où sont ces femmes-là qui sont pour vous permettre de communiquer, d'entrer en lien avec d'autres entrepreneurs, femmes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, d'entrer en lien avec d'autres jeunes entrepreneurs sur tout l'espace de la francophonie. Partagez vos meilleures pratiques, analysez des marchés ensemble, voir comment des alliances sont possibles. C'est tout ça qu'il faut créer. Ce sont ces synergies-là, c'est sur ces synergies-là qu'il nous faut avancer. Et c'est possible. Cela est possible dès lors que déjà nous voyons à quel point nous en avons l'intelligence et la compréhension. Et nous savons. Donc, voilà. Nous sommes à effectuer l'état des lieux pour voir ce qui existe. Nous l'avons commencé. Les équipes de la francophonie économique se déplacent. Et moi aussi, partout où je vais, je tends l'oreille, j'observe, je prends note, je remarque, j'entends, j'essaie de comprendre. Parce qu'il nous faut absolument cibler juste, être sûr que nous sommes là où ça compte, pour accompagner ce que vous faites en y mettant tant d'efforts. Donc, je ne peux vous dire à quel point de savoir que vous avez pris le temps de vous approprier, et l'appropriation est importante, car sans appropriation, il n'y a pas de pérennisation. Rien ne peut s'inscrire dans la durée, rien ne peut prendre racine. Cette stratégie économique de la francophonie n'a de sens que s'il y a cette appropriation, cet exercice que vous venez de faire. Et nous serons là pour poursuivre ce dialogue et nous dire « Très bien, voilà la compréhension que vous en avez, et c'est avec cette compréhension que nous allons avancer. » Et la formation, l'éducation, continuer à miser, mais de manière plus rationnelle, de manière plus stratégique. Et vous allez accueillir chez vous,
au Sénégal le nouvel institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Le nouvel institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Il sera ici, à Dakar. Donc, nous le lançons pas plus tard que lundi après-midi. Et c'est formidable de voir combien de gens se déplacent pour venir célébrer ce moment. Et se dire que lorsqu'édifice il y aura, il s'élèvera au cœur aussi de la cité du savoir, ici. Mais, avant les murs, nous sommes déjà en phase opérationnelle. Pourquoi? Pour permettre à cet institut d'être là aux côtés des pays, pour bâtir leurs programmes de formation, les programmes aussi dédiés au rehaussement des compétences, au développement de nouvelles expertises, agir sur les mentalités également, se dire que les métiers sont aussi importants, que la formation professionnelle bien arrimée aux besoins des pays est aussi importante, que les jeunes doivent avoir aussi ce sentiment d'épanouissement et de travailler dans des domaines dont ils sont passionnés et qui leur permettent non seulement de bien gagner leur vie, mais aussi de créer de la richesse et de créer de l'emploi. Que les femmes sentent aussi qu'elles sont accompagnées. Qu'elles sont accompagnées. Combien de femmes m'ont dit, partout où je vais, encore récemment au Cameroun, disaient comme vous l'avez dit, Madame Ndiaye, et je l'avais entendu ici lorsque j'ai rencontré des organisations de femmes. Mais le micro, on nous a testé sur micro, tout ceci, micro, cela. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le grand V, c'est la grande vitesse. On veut pouvoir... Et ce programme de la stratégie économique, il doit être là aussi pour s'assurer que nous puissions trouver ensemble la voie d'accès au financement durable pour nos initiatives économiques. On ne peut pas toujours être sur du micro. Bien sûr que ça a été utile, bien sûr que ça peut aider pour démarrer. Mais j'en discutais pas plus tard que il y a 2 semaines, quand est-ce que j'étais à Berlin? Il y a 2 semaines, voilà. Alors, Mme Merkel a voulu rassembler des femmes leaders pour voir comment porter les perspectives des femmes au G7 que l'Allemagne va accueillir. Et la réflexion sur le microcrédit s'est faite aussi. Et je parlais avec la présidente du mouvement Desjardins, hein, Mme Leroux, et on se disait, il y a des choses à revoir quand même. Les taux d'intérêt sont plutôt élevés. Et pourtant, les femmes remboursent, hein. Mais n'empêche. C'est un peu coupe-gorge, quoi. Donc, il y a une réflexion à mener et il faut surtout que vos voix soient entendues. Moi, votre plaidoyer, je le porterai partout. Je n'ai pas cessé de le faire depuis que j'ai été élue à la tête de la francophonie. À toutes les occasions, on s'est retrouvés. Hein. On est témoins. Et cela me remplit, je vous assure, d'énergie. Pourquoi? Pourquoi le sentiment d'urgence? J'ai parlé, oui, de ces forces de destruction qui sont à l'œuvre sur le terrain et qui trouvent un terreau fertile dans le sentiment d'impasse, la détresse. Mais que dire aussi? Que dire aussi de ce désespoir qui pousse tant de gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes, sur des embarcations d'infortune, dans le désert, au péril de leur vie, devenant la proie de trafiquants, de passeurs. À nous de dire aussi, c'est ce que nous disons partout, nous l'avons dit encore aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, alors que l'on discutait des objectifs de développement durable. Et partout, tout le monde a parlé de ce drame, de cette tragédie. Nous avons dit qu'il faut agir sur les causes. Oui, la solidarité, oui, pour les pays dits de destination,
Et au sein de la francophonie, nous avons de tout. Nous avons des pays de départ, nous avons des pays de transit, nous avons des pays de destination qui peuvent éventuellement devenir des pays d'accueil. Bien, faisons appel à la fraternité et à la solidarité. Mais n'oublions pas une chose. Ce qui pousse certains à partir, c'est peut-être le sentiment de ne rien avoir devant soi. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce que vous savez, moi-même, j'ai eu à vivre cela. J'ai eu à fuir mon pays natal. C'était sauf qui peut. Oui, j'ai trouvé un pays d'accueil qui m'a beaucoup donné, qui m'a même porté à la tête de la plus haute institution du pays. Mais rien ne saurait remplacer la possibilité de s'épanouir chez soi, de se sentir bien chez soi, d'avoir des possibilités chez soi et de décider que lorsque l'on va ailleurs vers le monde, c'est par choix. C'est par choix. Donc, ce que la francophonie tient comme plaidoyer, c'est de dire, nous voulons arriver, en travaillant sur la création d'emplois, sur le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, avec des solutions, et de manière solidaire. Ce que je trouve formidable, c'est que ce premier programme, le premier pays à répondre par une contribution financière exceptionnelle a été le Canada. Bien, mais c'était lancer un signal pour inviter d'autres pays à suivre. Savez-vous qui sont les autres pays à suivre et les premiers à répondre? Des pays africains. Qui disent oui, il faut investir dans la vie, il faut investir dans le capital humain, il faut investir dans le développement. Et c'est formidable. Et je ne manque jamais l'occasion de le rappeler et de le dire. Parce que cette impulsion, elle vient aussi de vous, mesdames, messieurs. Elle vient aussi de vous. Vous êtes toujours là pour dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bien, parlons émergence, mais il n'y a pas de croissance ni d'émergence sans nous. Et pour réussir dans la croissance, l'émergence, le développement économique, humain, durable, il faut aussi inclure toutes les forces présentes et toutes les forces capables. Vous, merci. Nous allons aller donc vers le cocktail et au salon vert. Mais vous avez merci infiniment pour tout ce que vous faites. Voilà. Merci. J'ai quelque chose pour vous. Non, c'est parce que ça m'inspire ce que vous avez fait là. Ça m'inspire parce que c'est tout à fait en face. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, madame. Merci pour votre travail. Merci beaucoup.